On passe à la troisième partie qu'on consacrera au Racing Club de Lens. Le RC Lens, bonne surprise ou pas finalement du début de saison de Ligue 1, parce que là on est sur 2 saisons vraiment réussies depuis la remontée, avec à chaque fois une non-qualification européenne, mais où ça se joue à pas grand-chose, avec plus de points la deuxième saison que la première en Ligue 1. Et là, après 6 journées, Lens a 4 victoires, 2 matchs nuls, 15 buts marqués, 7 buts encaissés, 14 points, donc simplement devancé par Marseille et le PSG, sachant que Lyon a un match en moins et Lyon pour passer devant dans les heures suivant cet enregistrement, avec le match à rattraper face à Lorient. Messieurs, on peut partir dans pas mal de directions. On avait évoqué le mercato sans forcément rentrer dans le détail. Il y a aussi des progressions individuelles de certains joueurs. Raphaël, on peut évoquer la ligne offensive, la ligne défensive. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, sachant que l'une de nos questions quand on a décidé de partir sur Lens, est-ce que c'était la deuxième meilleure équipe de France? Je ne sais pas si c'est la deuxième. En tout cas, le classement n'est vraiment pas volé, parce qu'au-delà des points, ça joue bien. Oui, et je trouve que ce qui est nouveau sur ce début de saison, et c'est ce qui m'a le plus marqué, au-delà des performances individuelles ou des progressions individuelles, je pense qu'on pourra en parler après, c'est sur leur manière de défendre, de presser, de réagir à la perte, que je trouve bien plus agressif que par le passé. J'ai un chiffre pour attester de ça, c'est le PPDA. Aucun rapport avec Patrick pour avoir. C'est le nombre de passes autorisées à l'adversaire par action défensive. En gros, entre 3 à 4 passes de l'adversaire et combien de tacles tu fais, combien d'interceptions tu fais, voilà. À quel point tu es actif dans le camp adverse. Premier de Ligue 1, bah, c'est Lyon, des Peter Bosch. Lens est cinquième, et par le passé, ce n'était pas du tout le cas. Puisque donc je vais reprendre les saisons précédentes. La saison précédente, Lens était en milieu de tableau dans cette donnée-là, ils étaient 11e. Et la saison d'avant, donc 2020-2021, la première saison qu'ils ont fait en Ligue 1 avec Francaise, Lens était euh, 7e, 8e. Donc voilà, donc là ils ont vraiment passé un cap. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus agressifs sur les matchs qu'ils ont fait. Ils ont quand même joué des gros. C'est-à-dire que c'est pas ils n'ont pas cogné des équipes qui sont faites pour jouer le maintien. Ils ont battu Rennes, ils ont battu Monaco. Alors il y a eu des cartons rouges dans certains matchs, mais des cartons rouges qui ne sont pas arrivés de nulle part. Et je trouve vraiment que s'ils arrivent à garder ça, à être cette équipe qui va aller être capable d'imposer son jeu avec et sans ballon, parce que c'est une équipe qui avait quand même tendance à défendre soit en bloc médian, soit d'attendre un peu pour contre-attaquer, parfois même en bloc bas contre certains adversaires. Là, je trouve qu'ils ont repris un peu ce qu'ils avaient fait contre le PSG, rappelez-vous, à Bollard, je ne sais pas si c'est la saison dernière ou la saison d'avant, où ils Oui. avaient, pendant une demi-heure ou 45 minutes, ils avaient vraiment dominé le PSG en étant très agressifs. Et j'espère que ça va continuer. Là, à Reims, ils ont fait match nul en étant à 10 contre 11, ce qui continue leur bonne série. Ils se créent beaucoup d'occasions. Donc voilà, c'est cet aspect-là, j'espère qu'il va durer parce que ça montre une progression collective. Et puis après, bon, il y a des joueurs qui, sur le plan individuel, progressent beaucoup. Tu as des recrues. On va avoir le temps de développer tout ça. Florent, par quoi est-ce que tu veux commencer le développement? Alors, je vais un peu vendre ce qu'on avait mis comme point d'intérêt. Il y avait du Openda, il y avait Sotoka et Pereira da Costa, le pressing, la réaction à la perte, l'animation, le recrutement et le fait qu'il y ait finalement un cycle plutôt vertueux. Le point clé qui te saute aux yeux sur ce début de saison. Euh, en... Je vais prendre le recrutement et juste évoquer le cas d'Openda parce que en fait j'ai l'impression que dans leur recrutement, à la fois avec Openda et aussi avec Boukcha qu'on n'a pas encore vu mais qui est un profil on va dire quasiment opposé à Openda, même s'il il court pas mal pour son gabarit, mais c'est un joueur plus grand qui va jouer plus en pivot, etc. J'ai l'impression que dans leur recrutement, en fait, ils sont passés. On évoque souvent le fait de. Vous voyez, ces joueurs qui sont à 6, 7 sur 10 partout, et puis d'autres qui sont à 8, 9 sur certaines caractéristiques, mais qui sont plus bas sur d'autres. J'ai l'impression qu'en faisant le switch entre Kalimundo et Openda, tu passes d'un Kalimundo qui est à 6, 7 partout, à un Openda qui est peut-être moins fort que Kalimundo sur certaines choses, mais qui par contre sur la prise de profondeur et la vitesse aux avant-postes, c'est un 9 voire un 10. Et j'ai l'impression que cette arrivée d'un spécialiste change quand même beaucoup de choses sur la ligne d'attaque lensoise. Je prends un exemple très simple, là, ça leur permet par exemple certes, ils continuent à avoir leur sortie de balle très courte, enfin, elle est très construite, etc. On l'a vu notamment face à Monaco, j'en avais fait un coup de cœur tactique pour la Ligue. Mais quand il faut varier, un Openda, quand sur un coup de pied arrêté défensif,
Samba peut sortir la balle et la capter, bah, tu balances Openda devant, il part en 1 contre 1 ou 1 contre 2, il peut te faire gagner des mètres et tu peux être dans les 30 derniers mètres très rapidement. Et ça, je pense que c'était pas forcément possible avec Kalimundo. Et j'ai l'impression qu'avoir ce spécialiste devant pour faire ses courses et prendre la profondeur, et bah, du coup, un mec comme Sotoka plus bas, bah, il peut se concentrer sur d'autres choses, notamment le fait d'être entre les lignes, où il est excellent depuis le début de la saison. Il a peut-être pas été aussi bon d'ailleurs depuis qu'il est à Lens, alors qu'il est là depuis un certain temps. Et c'est un petit peu pareil pour Pereira da Costa. Donc j'ai l'impression que l'arrivée de ce spécialiste devant, pour faire quelque chose en particulier, le faire très très bien, ça améliore aussi tout le monde parce que les autres peuvent se focaliser sur d'autres tâches et non plus forcément à penser ah là il faudrait que est-ce que je décroche ou est-ce que je prends la profondeur, parce que de toute façon devant il y a ce mec là qui va prendre la profondeur et qui le fait très bien. Sachant, Raphaël, que du coup, là, avec la progression de Sotoka, qui est désormais capable de jouer numéro 10 en fait, pour un joueur qui était niveau Ligue 2, qui a su hausser un petit peu le niveau dans tous les domaines, mais qui était quand même plutôt combatif. Là, il y a une vraie finesse technique. C'est-à-dire que du coup, tu peux avoir deux meneurs, Sotoka et Pereira da Costa, et Openda devant qui prend la profondeur, avec Pereira qui lui va toujours rester à peu près entre les lignes, et Sotoka qui peut te faire basculer l'animation en 1-2 ou en 2-1 selon qui joue en deuxième attaquant ou qui décroche un petit peu plus. Ouais, et puis tu as des solutions pour répliquer un peu ça sur ton banc avec ta profondeur de banc. Parce qu'un Wesley Saïd, il peut aussi se glisser dans les deux de devant si Sotoka n'est pas dispo ou si Openda n'est pas dispo. On parlait j'évoquais les progressions individuelles, mais je trouve que le début de saison de Pereira da Costa est vraiment très impressionnant. Le joueur, je le trouve fabuleux, je le trouve très beau. Et la saison dernière, il était très beau à voir jouer, il a fait des belles choses, mais là, il a une régularité, une personnalité, une influence sur le jeu que je ne lui voyais pas du tout en début de saison dernière, par exemple, quand il a commencé à jouer. Là, il est déjà à 3 passes décisives. Il est beaucoup plus important dans les 30 derniers mètres, il se montre, il a un vrai volume de création d'occasion. Je trouve qu'aussi il résiste un peu mieux, mais c'est normal avec l'expérience et le fait de s'étoffer, il résiste mieux au combat physique qui existe en Ligue 1 entre les lignes. Et lui est un joueur qui doit éviter le duel le plus souvent possible, mais qui doit y survivre aussi quand c'est impossible de l'esquiver. Et ça, c'est très bon. Et après, il y a un secteur offensif qui est en feu complètement. Le niveau de Sotoka, c'est un truc. Enfin, je sais qu'il y a eu des moments la saison dernière où les supporters lensois le critiquaient, notamment pour un manque de réussite, je crois, manque d'efficacité. Mais là, il a atteint un niveau sur les matchs qu'il propose en ce début de saison. Alors, il y a les stats qui sont là, 5 buts de passe D, mais il est d'une finesse technique, d'une justesse dans ses choix, d'une intelligence dans ses déplacements. Ça a toujours été le cas. Il progresse, il a 33 ou 34 ans, Sotoka, je crois, 33 ans. Mais il dit 32, mais enfin, je vais te dire ça tout de suite. Il a même 31, mais il va sur ses 32. Il a 32 le mois prochain. Ouais, tu vois, enfin, il est arrivé tard en Ligue 1, il continue de progresser. Il y a un effort défensif monstrueux de sa part aussi à tous les matchs. Après, l'autre point donc, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est plus bas sur le terrain. Et c'était pour moi la grosse inquiétude cet été, c'était le départ de Doucouré au cœur du jeu, qui a été jusque-là très bien remplacé par Salih Abdoul Samed qui arrive de Clermont, dans un style un peu moins distributeur de ballon et moins fort pour orienter le jeu, mais qui va par contre en gratter, permettre à Fofana de se concentrer sur la partie offensive plus souvent. Vraiment, après, la vérité du foot, ça part souvent des joueurs, et sur le choix des joueurs, Lens est quand même incroyablement bon depuis plusieurs années. C'est vrai que Florent se posait la question du binôme 100% éclaté. Finalement, ils ont gardé Fofana avec toute une mise en scène. Alors, je suis pas facilement ému, je suis un peu stoïque face à tout dans la vie. J'avoue que le Fofana qui signe son contrat au milieu de la pelouse sur opus de Eric Prydz, avec les lumières et tout. Moi, je suis trop fan de la musique, donc du coup, ça a quand même fait beaucoup pour moi. Mais j'ai trouvé que ça quand même assez fort niveau com. C'était encore un cran au-dessus. Surtout que lui était en larmes aussi. Enfin, Ah ouais, non, mais c'est un truc. Alors ça, moi, je l'ai vu après, parce que de là où on était placé dans le stade, t'as beau être bien placé, tu vois un peu moins, même s'il y avait les écrans, enfin tout ça. Mais alors limite, tu peux te poser la question de savoir si c'est trop, mais à l'échelle de Lens, non. C'est juste qu'objectivement, le mec, t'as l'impression que... Enfin, je sais pas, c'est Mohamed Ali à l'époque, mais n'empêche que c'était hyper bien fait. Mais donc, Florent, tu aurais pu refaire tout ton milieu. Là, finalement, tu as remplacé simplement l'un des deux joueurs, qui est Doucouré. Berg, ça n'a pas fonctionné. Il est retourné d'où il venait. Il est retourné au pays du côté de Bodo Glimt. Par contre, tu avais pris Poreba, Samed, et Samed s'est 100% imposé à ce poste-là. Et Poreba a fait de bons matchs, je crois, en l'absence de Fofana.
Ouais, c'est ça, il fait le job. Ouais. Donc ouais, t'as aussi remplacé ça. T'as pris Onana à Bordeaux. Je suis perplexe, mais je me dis que s'ils arrivent à lui offrir un cardio et qu'il peut finir un match, je pense qu'il peut avoir des qualités intéressantes pour Lens, notamment dans sa qualité de passe et sa palette de passe pour casser des lignes. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils veulent l'utiliser aussi derrière, parce que c'est quelqu'un, s'il a du temps et du champ devant lui, il peut vraiment il a une vraie qualité de passe. Si Gradit se pète, ça peut être intéressant. Par exemple. Maintenant, il faudra voir s'il est aussi efficace sur le plan défensif à ce poste-là, ce qui n'est pas convaincu. Mais bref, ça de toute façon, c'est le gars qu'ils ont pris pour être en bout de banc pour l'instant, là où était Berg en fait, si j'ai bien suivi, et où était Wu d'ailleurs, vu qu'il va couvrir les deux postes. Mais non, oui, c'est une équipe qui se trompe très peu. On attend de voir ce que va donner Boukcha. Ouais. Lui aussi va y avoir une adaptation qui va prendre un peu de temps peut-être. Je vais juste revenir moi sur ce que tu disais Raphaël sur Pereira da Costa. Parfois il me frustre, et notamment face à Monaco il m'a frustré pour une raison très simple, c'est que on voyait les circuits pour sortir le ballon, et parfois Pereira da Costa va vouloir aller à contre-pied du circuit où il a la solution simple de renverser d'un côté, et il va faire un crochet, il va revenir dans la densité. Et là il m'a frustré plusieurs fois parce qu'en plus je bossais sur le match, et du coup je voyais mais non, mais le jeu il est de l'autre côté. Alors parfois faire ce contre-pied là, bah c'est bien parce que tu prends tout le monde à contre-pied, même tes partenaires, mais tu arrives à trouver la passe qui tue. Mais Pereira, souvent, quand il prend le contre-pied, il n'a pas encore la qualité pour faire une passe à la De Bruyne et péter la dernière ligne avant que ce soit prévu par le circuit collectif. Mais passons, c'est une parenthèse. Mais juste évoquer aussi une dernière recrue qu'on n'a pas encore évoquée, justement, c'est Brice Samba, dans les buts. Oui. Et ce qui me fait penser que moi-même, je me posais la question, et j'ai eu confirmation derrière, que dans tous les cas, Brice Samba était dans les petits papiers, blessure de Farinez avec la sélection ou pas. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, Samba vient après, mais dans tous les cas, il y avait une vraie réflexion qui était menée sur le poste de gardien. Et Samba, qui a fait monter Nottingham, qui je pense lui en ferait beaucoup de bien en première ligue, était déjà en partie convaincu. Enfin voilà, le dossier était déjà bien avancé parce qu'ils avaient identifié le besoin de s'améliorer à ce poste-là, ou avec tout le respect qu'on a pour Farinez et Lecas. C'était sans doute le poste où tu avais le plus de marge d'amélioration, à mon sens. Ouais, et elle se voit déjà depuis le début de saison, parce que quand on prend les stats avancées des gardiens de but sur SBRF, je crois que Samba est 4e parmi les gardiens. Et du coup, ça fait déjà gagner des points à Lens. En tout cas, il est dans le positif. Vous voyez le plus-minus entre les IG on target et les buts encaissés. Donc voilà, lui a déjà aussi un impact à la fois sur les arrêts. D'ailleurs, face à Reims, c'est contre Reims qui met une manchette hallucinante dans un face-à-face, il me semble, dans toutes les actions que j'ai vues aujourd'hui. Je crois que c'était au stade de Reims. Peut-être que le chat nous le précisera. Mais, et aussi le jeu au pied. Où il est vraiment bon pied. Ouais. Il a une petite tendance, je sais pas si vous trouvez ça. Des fois, je me dis mini Alisson, c'est-à-dire qu'il est très très confiant dans ce qu'il fait, mais pour l'instant ça passe. Donc bon. Bah je crois que c'est Benoît Chéroux qui était interrogé sur son cas, vu que Chéroux l'avait côtoyé dans ses jeunes années à Marseille, quand lui terminait sa carrière. Et il évoquait déjà beaucoup la confiance de Samba et son jeu au pied. Donc ouais, ça confirme ce que tu disais à l'instant. Raphaël, qu'est-ce que tu as à dire sur ce qui a été évoqué, ou alors d'autres sujets, parce que je sais qu'on va aussi parler de l'animation. Vu qu'on a parlé du recrutement, un joueur qu'on n'a pas cité, mais parce qu'on n'en a pas encore vu beaucoup, il a joué que 12 minutes, mais il est arrivé en fin de mercato, c'est Claude Maurice, qui pourrait aussi s'insérer dans les trois de devant en reprenant un rôle un peu de 10 à la Pereira da Costa. Claude Maurice qui était un super joueur à son époque lorientaise, notamment entre les lignes quand il venait intérieur en partant du côté, ou quand il jouait 10. Donc ça, ce sera intéressant de le suivre. C'est limite dommage que Lens ne joue pas la Coupe d'Europe, parce que je trouve qu'ils ont un effectif vachement fourni. Et on va pas pouvoir voir tout le monde. Hormis en défense centrale, ils sont à peu près bien partout. Ouais, hormis en défense, ouais, c'est ça. Mais sinon, ça aurait été bien de les voir 2 fois par semaine au lieu d'une, parce qu'ils ont du monde. Ils ont du monde sur les côtés aussi. Machado a fait une belle saison en étant installé à gauche, ce qui permet aussi à Frankowski de jouer à droite, sachant que Frankowski peut jouer à gauche si Cabot doit jouer ou peut jouer ou mérite de jouer, enfin peu importe. Donc non, vraiment, c'est un effectif bien construit, un coach qui continue sur ses principes de jeu.
Alors que d'autres équipes qui les avaient inspirés ont changé. On sait que Lens, ça ressemble beaucoup à l'Atalanta dans certains principes, mais l'Atalanta ne joue plus à 3 derrière. Justement, juste avant de démarrer ce Twitch, Christophe, tu regardais l'Atalanta, ils sont à 4 maintenant, en tout cas sur ce match. Donc non, c'est plaisant de voir ça et on attend qu'une seule chose, c'est qu'ils fassent une belle saison, qu'ils se qualifient en Coupe d'Europe et de voir ce que ça peut donner. De toute façon, je pense que c'est aussi l'idée quand tu arrives à prolonger Fofana. Florent, qu'est-ce que tu penses du fait de maintenir coûte que coûte un système? Parce que donc, moi, je faisais des podcasts chaque semaine la saison dernière sur le Racing Club de Lens notamment, et il y avait une vraie question quand ça tournait un peu moins bien, c'est est-ce que Franquès doit changer ou pas? Est-ce que, en tant que tacticien, tu estimes qu'il peut y avoir une durée, une date de péremption finalement pour les systèmes ou pas? Et qu'est-ce que tu as vu comme petite modification qui peut faire que finalement, comme on dit, c'est pas ce système qui compte, c'est l'animation, et que finalement, même si c'est dessiné à peu près pareil sur le terrain, il y a soit des choses qui sont indéfendables avec des combinaisons travaillées, soit simplement des modifications de positionnement. Tu as fait notamment un coup de cœur tactique sur le milieu de terrain lensois face à Monaco, Ouais. qui fait que même si tu pars du même point de départ, tu peux surprendre des adversaires différents qui s'attendent à peu près à ce que tu vas faire. Bah, je pense que le premier point par rapport à ce que tu dis, le fait de conserver un système, c'est vrai que quand des entraîneurs prolongent leur durée à la tête d'une équipe, tu arrives toujours sur un moment où tu as une certaine lassitude de toutes les parties et il faut peut-être changer quelque chose. Et c'est vrai que le système, c'est une des choses à changer. Et l'autre chose à changer, ce sont les joueurs. Mais en fait, quand tu vois le mercato de Lens, alors certes, la défense n'a pas bougé, mais il y a quand même eu un certain rafraîchissement au niveau de l'effectif et assez régulier. Là, cette année, il y a des nouveaux cadres quand même, on les a évoqués. Openda qui joue devant, Salis Abdoul Samed qui arrive au milieu. Il n'y a que derrière où tu as une certaine stabilité, même si l'année dernière ça avait changé avec l'arrivée de Domso. Nouveau gardien aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément cette lassitude qui peut arriver par rapport au système parce que les joueurs changent. Ensuite, sur les adaptations, Lens, c'est quand même une équipe qui, si elle conserve les mêmes principes, peut adapter ses approches aux adversaires. Et c'est vrai que l'exemple face à Monaco était très flagrant, où le 3-4-3 qu'on imagine avec un carré au milieu de terrain, avec le double pivot et deux attaquants, on va dire, dans les demi-espaces, se modulait et devenait une sorte de losange avec Abdoul Samed en 6, Sotoka qui était plus axe droit, Pereira da Costa en 10, et Fofana qui était relayeur gauche, et avec la recherche d'attirer le double pivot de Monaco d'un côté du terrain pour libérer l'espace de l'autre pour Fofana, et ça s'était très bien passé. Et je pense aussi que l'ajout de ces petits trucs à chaque match, ces adaptations, souvent pour répondre à des problématiques posées par les différents adversaires, ça permet aussi à Lens de ne pas rentrer dans une certaine lassitude. Le système de base, c'est une base défensive et ce sont des principes, mais il y a ces petits ajustements à chaque fois qui permettent de garder une certaine fraîcheur, je pense, et un certain allant dans le jeu, parce que après Monaco, je sais plus si c'est une semaine ou 10 jours après, quand tu joues Lorient, tu fais pas du tout face au même adversaire, et là faut vraiment jouer différemment et surcharger la surface, par exemple. C'est comme ça qu'ils ont renversé un petit peu le match, enfin qu'ils ont fait la différence contre Lorient après s'être fait rejoindre une première fois, il me semble, c'est ça. Absolument, il y avait 2-0, puis 2-2, puis Lens est reparti à l'abordage. Raphaël, à quoi t'attribues le fait que cette équipe ait vraiment une très bonne réaction à la perte aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement finalement la façon dont tu arrives dans le camp adverse qui fait que tout le monde est à bonne distance du porteur adverse? Est-ce qu'il y a plus d'efforts? Parce que c'est vrai que contre Lorient, par exemple, moi ça m'avait marqué vu du stade, c'est qu'il y avait régulièrement 6 ou 7 joueurs à la réception des centres, en tout cas dans la zone dangereuse. Et pourtant, tu as l'impression que cette équipe ne s'exposait pas, qu'elle n'avait jamais une transition à défendre, là où on avait fait une émission qui est encore disponible sur le YouTube de la LFP, où on faisait notamment une palette pour montrer que Lens faisait souvent prendre en contre-attaque des transitions à défendre l'an dernier. Et là, tu as l'impression que ça n'arrive pas, alors que Lens attaque toujours autant. Ouais, peut-être ils mettent plus de temps à aller dans le camp adverse et que du coup ils sont installés plus haut, plus en nombre, plus souvent. Et C'est une piste. Je suis en train de regarder justement les chiffres de possession pour voir si Lens est un peu plus patient avec ballon qu'il ne l'était par le passé. Alors, chiffre de possession, Lyon est premier, Lille est deuxième, Lens est cinquième avec 58,5%.
Ça me paraît plus élevé que ce n'était le cas il y a la saison passée. Alors, on est sur un petit échantillon, donc il faudra voir comment ça évolue. Ouais, Lens, c'était 51 en fin de saison dernière, donc sur l'ensemble de la saison. Là, ils sont à 58. Ça va baisser, notamment quand ils vont jouer Paris, Lyon, Marseille, peut-être, Monaco. Enfin, Monaco, ils ont déjà joué, mais les trois autres. Mais en revanche, c'est peut-être une piste. Après, il y a aussi, alors que j'adore le joueur, c'était un coup de cœur de l'année dernière, mais en termes de profil, je pense qu'Abdoul Samed à la perte de balle est beaucoup plus efficace que Doucouré, par exemple. Il est plus explosif, il est plus explosif que Doucouré, qui était un peu dégingandé et qui du coup n'était pas forcément le plus actif quand il la perdait. Mais ouais, non, c'est une piste. Après, je suis curieux de voir si ça va durer, si c'est un peu de l'euphorie. Là, les matchs les plus intéressants, ils vont pas arriver tout de suite, parce que Lens joue Nantes. Mais le Lens-Lyon du 2 octobre, avec un Lille-Lens derrière, avec Lille qui a des principes de jeu aussi avec ballon, où ils essaient de la garder. Qui aura le ballon dans ces matchs-là, par exemple? Ça, ce sera une bonne indication. Florent, je me pose la question de la baisse de dépendance à Klose finalement, enfin en tout cas à ton latéral piston droit. Maintenant, je trouve que c'est un peu mieux réparti. Alors, est-ce que c'est parce que tu as un joueur peut-être un peu moins bon et que du coup, tu donnes un peu moins de munitions à Frankowski, qui en plus redécouvre le poste, celui qui joue en faux pied la semaine dernière, alors que Klose, tu savais qu'il pouvait faire énormément de différence? Ou est-ce que c'est un peu circonstanciel, tu t'es renforcé à d'autres endroits et donc du coup, c'est un peu plus équilibré? Mais je trouve que déjà, ça penche moins à droite et que peut-être que le fait de moins faire de centre, même si tous les centres de Klose n'étaient pas aériens, parce que bon, qui dit centre aérien, 10 balles dégagées, deuxième ballon, c'est pas exactement la même chose que de devoir presser à la perte sur un centre au sol où finalement tu peux récupérer beaucoup plus facilement. Mais je me pose cette question-là aussi, on est encore sur des pistes après 6 journées cette saison. Mais en tout cas, je trouve cette équipe, alors j'aime beaucoup Klose et il fait beaucoup de bien à Marseille, mais alors je ne vais pas dire que c'est une addition par soustraction en le perdant, mais je trouve que là, aujourd'hui, cet effectif-là, la menace peut venir de partout et que du coup, collectivement, ça donne quelque chose de vraiment bien. Ouais, parce que aussi à gauche maintenant, t'as un mec qui peut faire ce que faisait Klose à droite, quoi. Parce que Machado est quand même intéressant aussi depuis le début de la saison, sur le plan offensif. Il marque contre Monaco. Je sais plus s'il en remet un autre aussi, mais je crois qu'il a été Là, il a pris un décisif, rouge ce week-end, Oui, mais c'est vrai. c'est le seul petit point négatif sur Premier son début de bémol. saison. Mais c'est vrai que je pense que ça aussi, ça change beaucoup de choses, parce que autant Frankowski, on l'avait souvent vu à la finition, autant la dernière passe l'année dernière, le côté gauche, ça fonctionnait pas trop. Le côté gauche, t'avais soit Frankowski qui finissait deuxième poteau, soit Fofana qui repiquait sur son pied droit et qui mettait une frappe. D'ailleurs, il l'a refait cette année. Mais c'est vrai qu'en termes d'animation, j'ai pas souvenir de quelque chose où ça se... On va dire c'était fluide à gauche et ça se déroulait Ouais, ça naturellement. combinait pas tellement, quoi. Ouais, Ça finissait, quoi. c'est ça. Donc, du coup, je pense qu'avec un vrai gaucher à gauche et un vrai droitier à droite, tu retrouves aussi un peu plus de largeur et une capacité à combiner et à finir les actions. Comme Klose les finissait à droite, Machado peut en finir à gauche aussi. Et à noter, alors on va pas faire une demi-heure là-dessus, mais que parmi les petites animations que tu peux voir sur le match face à Lorient, par exemple, Porreba, qui est relayeur qui avait la place de Fofana, sur les phases de possession, allait se placer en attaque, et c'était Saïd qui se mettait très bas. Et d'ailleurs, Saïd marque un but en partant du coup de la place de Porreba, en faisant tout un slalom. Donc tu as aussi... Alors sur le coup, je ne voyais pas trop l'intérêt, enfin j'ai même pas eu l'occasion de poser la question à Francaise en conférence de presse, savoir si Porreba a potentiellement des qualités de remiseur, si c'était juste pour étirer la défense, si lancer, en fait, il imaginait que Saïd puisse faire des différences. Mais il y a comme ça plein de petits trucs qui font que, sorti du système, il y a des positionnements dont on sent que c'est trop récurrent pour être improvisé et que ça répond. En fait, même quand nous, on ne comprend pas forcément, moi, des fois, je ne comprends pas le but. Tu sais que ça part d'une réflexion et rien que ça, tu as l'impression de ne pas être pris pour un con par l'entraîneur. Et j'avoue que moi, en tant que spectateur, téléspectateur, c'est toujours agréable de te dire au pire, ça fonctionne pas, mais tu sais que ça a bossé pendant la semaine. Raphaël, est-ce que tu as un mot de la fin sur Lens? Que c'est bien et qu'il faut que ça continue d'être aussi bien, parce que ça fait plaisir d'avoir une équipe comme ça en Ligue 1 durée, et c'est un plaisir. Et puis quand tu vois un match de Lens, tu as toujours envie de parler de foot ou d'entraîner ou de jouer au foot. Donc c'est plutôt bien. Merci, Raphaël. C'est la fin de cette troisième partie. Eh oui. Partie sur Lens, et on attaque la quatrième.